Dans plusieurs pays du monde, les violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles et domestiques, prennent de l'ampleur, surtout en cette période de la Covid-19. La République démocratique du Congo n'est pas épargnée. Selon les structures de prise en charge de ces survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre, de janvier à juin 2020, près de 27 000 cas ont été déclarés, soit une augmentation de 57% par rapport au premier semestre de l'année 2019. Face à cette situation, la RDC décide de réagir à travers une campagne de sensibilisation sur les causes, les conséquences et la prévention de ces violences. Ce check-up sera justement une occasion de sensibiliser sur ce fléau. On en parle juste après ce témoignage avec nos invités. À 17 ans, Maria a été victime d'un viol. Encore sous le choc, bouleversée, elle a été plutôt sommée par sa famille de garder silence pour sauvegarder l'honneur de son oncle paternel qui en serait l'auteur. Une triste réalité, un sort douloureux que sa famille souhaite alléger à travers un arrangement à l'amiable. Le grand frère de mon père, j'habitais chez lui avec ma petite sœur. Comme on avait dit, il n'y a plus les écoles, il n'y a plus les églises. Mon père avait jugé bon d'aller rester là-bas chez lui. Le 30 mai, sa femme était malade. Il m'a appelé en haut. Il m'a dit, viens, entre à l'atelier. Je suis entrée à l'atelier. Il m'a déshabillée. Un choc psychologique difficile à surmonter pour Maria, qui envisage même de mettre fin à sa vie. Elle présentait aussi quelques symptômes psychosomatiques avec les symptômes de stress post-traumatique. Et aussi, elle avait fait une crise de tension, l'hypotension, donc c'était à 6. Alors, vu cet état, je l'ai pris en charge dès le premier jour. Pour apporter leur contribution à la lutte contre les violences basées sur le genre et les pratiques néfastes à l'égard de la femme et de la jeune fille, le Fonds des Nations Unies pour la population, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme et le Programme des Nations Unies pour le développement, avec le financement du Canada, ont mis en place des centres intégrés de services multisectoriels. Nous recevons des malades qui nous viennent avec regret, avec tristesse, mais la prise en charge médicale qu'ils reçoivent ici, la prise en charge psychosociale par rapport aux préjudices qu'ils ont connus, et ils repartent avec sourire. En tout, 11 centres intégrés de services multisectoriels ont été implantés à travers les provinces du Nord et Sud Kivu, l'Ituri, Kinshasa et le Kasaï central pour permettre aux survivantes des violences d'accéder aux soins de santé de qualité, de bénéficier d'un soutien psychosocial, d'une assurance judiciaire et des activités de réinsertion socio-économique. Parmi les mesures prises pour freiner la propagation de la Covid-19 en République démocratique du Congo, il y a le confinement qui a eu, c'est vrai, des conséquences positives, mais aussi des répercussions négatives, notamment sur la santé de la population. On enregistre des cas des filles violées, des femmes battues, mais aussi des grossesses non désirées, des témoignages. Il y en a légion pour parler justement des conséquences du confinement sur le plan de la santé, notamment dans la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Je reçois sur ce plateau de check-up le docteur Joséphine Kwadio. Elle est assistante technique nationale au programme de renforcement de l'hôpital Saint-Joseph, un programme d'urgence financé par l'Union européenne et exécuté par l'Agence de développement belge. Bienvenue sur ce plateau, docteur.
Et à vos côtés, le docteur Danilo Niakala. Voilà, docteur Danilo, vous êtes vice-président de la commission communication de risque et engagement communautaire au sein de la cellule technique de la riposte contre la Covid-19. Bienvenue. Merci. Avec vous, je le disais, on va justement parler des conséquences ainsi que des causes, mais aussi la prévention des violences sexuelles et domestiques en cette période de la Covid-19. Docteur Joséphine Kouadio, j'aimerais justement commencer par vous pour parler de ces violences, des violences basées sur les genres en général, mais avec des particularités. On parle des violences sexuelles, on parle de violences domestiques. Qu'est-ce que vous classez dans la liste de violences sexuelles? Qu'est-ce que vous mettez dans le lot des violences domestiques, docteur Joséphine? Exactement. Pour commencer, il faudrait savoir que le terme violence basée sur le genre est un terme générique qui regroupe plusieurs violences, notamment les violences sexuelles ainsi que les violences domestiques. Par violence basée sur le genre, nous voyons tout acte en tout lieu qui a tendance à entraîner ou bien qui vise à entraîner du tort auprès d'une personne, que ce soit du tort physique, du tort sexuel, un tort qui peut être aussi psychologique auprès d'une femme, puisque c'est une femme, ou auprès d'un homme, puisque c'est un homme. Donc voilà. Et donc dans les violences domestiques, on regroupe tout ce qui ressort dans le thème, dans la définition des violences basées sur le genre, mais dans un cadre familial. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la femme ne doit plus être soumise à son mari pour éviter d'être violentée? Ce n'est pas le message que nous voulons passer. Nous pensons que la soumission, c'est tout autre chose par rapport à la violence. La violence, au fait, il faut la comprendre comme étant l'usage de la force d'une personne qui occupe une position dominante, on va dire, qui exerce son pouvoir ou qui exerce son autorité pour pouvoir faire du tort à quelqu'un. Donc c'est cela, nous ne demandons pas aux femmes de ne plus être soumises, cela n'est pas notre démarche. Docteur Joséphine Kouadio, on parle justement dans cette émission de la sensibilisation sur les causes et les conséquences des violences dont sont victimes les femmes, mais aussi les hommes, mais en mettant un accent particulier sur la femme en cette période de Covid-19. Est-ce qu'on peut connaître, vous en tant que médecin, quelles sont ces conséquences même sur la femme? Les conséquences sur la femme, on va dire sur la femme, oui, mais aussi sur l'enfant. Il ne faut pas oublier que la femme et l'enfant font partie des groupes vulnérables du fait de leur position dans la société déjà. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences, il y en a légion. Il y a déjà des conséquences individuelles qui peuvent amener les victimes, parce qu'il faut changer de terme, les survivants, à se sous-estimer et à ne plus être actifs dans la société, se sentant diminués, peut-être ayant aussi gardé des séquelles physiques, psychologiques de ces violences. Un traumatisme de ces violences. Exactement. Là, on parle des causes, des conséquences individuelles, mais il y a également des conséquences sur la famille. Une femme ou un enfant qui se sent violenté dans sa maison peut fuguer, peut fuir le domicile familial, aller se retrouver dans la rue. Et il y a plusieurs conséquences qui peuvent en découler. Ça, c'est au niveau de la famille. Au niveau de la communauté, c'est déjà la stigmatisation. Une femme qui est violentée, une femme qui subit une humiliation, parce qu'il faut savoir que la violence, elle n'est pas que physique. Elle peut être, ça peut être des mauvaises paroles. Ça peut être un homme qui dénigre sa femme devant les gens. Et cela la diminue en fait. Elle ne se sent plus utile dans la société et ça peut faire à ce qu'elle n'exerce plus ses compétences comme il se doit. Et vous estimez, vous êtes d'accord, je dirais que durant cette période de la pandémie, ça prend de l'ampleur? Exactement, ça prend de l'ampleur parce que faut rappeler le contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est qu'il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir restreindre un peu la progression de la maladie dans la communauté. Et ces mesures ont fait que les activités économiques qui étaient exercées ne le sont plus comme elles l'étaient. Et donc les gens sont obligés ou étaient obligés de rester à la maison, passer plus de temps avec leur famille. Il y a cette question-là de,
on est habitué à exercer une activité, on ne le fait plus, tout ça amène du stress, de la tension, on ne sait plus avoir de l'argent comme on l'avait avant. Et voilà, ça crée un cycle de violence qui fait que justement les violences domestiques ont pris de l'ampleur. Docteur Danilo, dites-nous un peu qu'est-ce que fait la cellule de communication, la commission de communication de la cellule de riposte pour justement sensibiliser la population. J'aimerais le dire, la communication a un grand rôle à jouer. Qu'est-ce que vous faites pour un cas aussi particulier qu'est la violence sexuelle basée sur le genre? Actuellement, en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre, je dois mettre l'accent sur la formation de relais communautaires que nous venons de réaliser. Cette formation de relais communautaires qui s'inscrit dans le renforcement de la communication de proximité, la communication interpersonnelle. Et au cours des 2 dernières semaines, rien que pour la ville de Kinshasa, nous avons formé un peu moins de 5000 relais communautaires sur les 35 zones de santé et à peu près 300 superviseurs de proximité qui ont la responsabilité d'accompagner ces relais communautaires dans la communication qu'ils font sur terrain. En fait, cette communication cible les ménages à travers les visites à domicile notamment. Et ces relais communautaires apportent l'information dans les différents ménages. Évidemment, information relative à la lutte contre la Covid-19, mais en même temps, ils s'occupent de recueillir un certain nombre de feedbacks qui viennent de la communauté. Et l'un des feedbacks sur lequel nous pouvons mettre l'emphase, c'est justement le feedback relatif à la survenue de violences basées sur le genre. Comme vous le savez, les violences basées sur le genre, et plus particulièrement les violences domestiques, sont caractérisées par le fait qu'elles se déroulent dans le secret du domicile. Et pour être informé, pour être au courant de ce qui se passe, il faut que les personnes qui les vivent puissent en parler. Et donc l'un des rôles des relais communautaires, ce sera de mettre en confiance les survivants de ces violences, les personnes qui en souffrent, et les amener à pouvoir en parler, à pouvoir quitter le secret du domicile pour nous permettre déjà d'une part de déterminer clairement leur ampleur, mais aussi d'ajuster les mesures de prise en charge par rapport à... Est-ce qu'ils vous ont déjà rapporté des cas des violences domestiques lorsqu'ils font du porte-à-porte? Est-ce que vous avez déjà une petite base de données sur les témoignages de ces femmes qui ont bénéficié, qui ont été victimes de ces violences? Oui, nous avons recueilli un certain nombre de feedbacks, malheureusement à ce stade de manière non structurée. Ça ne vient pas de manière régulière non plus. Et malheureusement, il n'y avait pas un canevas systématisé et structuré de collecte de données. Qu'à cela ne tienne, on a reçu plusieurs plaintes venant de plusieurs communautés relatives à l'exacerbation de ces violences. Lorsque la cellule de communication mettait en place son plan de communication, est-ce que vous aviez prévu cela? Est-ce que vous vous disiez que dans 3 mois après la pandémie, on allait faire face à des cas de violences sexuelles? Nous n'avons malheureusement pas anticipé la survenue de ces violences, certes qui existaient déjà, et par rapport auxquelles un certain nombre de mesures avaient déjà été mises en place avant même le début de la riposte, mais nous n'avions pas anticipé l'exacerbation, c'est vrai, de ces violences durant la période de Covid-19. Qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons très bien réagi par rapport à ça, en mettant en place notamment une sous-commission au sein de notre grande commission communication qui s'occupe spécifiquement de la protection, la prévention et la réduction des risques liés à la Covid-19. La République démocratique du Congo, avec un mauvais cliché, capitale des violences sexuelles. Aujourd'hui, vous sensibilisez, vous voulez lutter contre ce fléau qu'il faudrait à tout prix éradiquer. Mais en période de Covid-19, est-ce que vous ne pensez pas que vous vous greffez déjà quelque chose qui existait déjà? C'était déjà connu qu'en RDC, il y a beaucoup de cas de violences sexuelles qu'il fallait déjà combattre. Mais vous venez en parler en période de Covid-19. C'est une évidence du fait que voilà, la situation actuelle de pandémie a créé beaucoup d'effets néfastes. Entre autres, on l'a relevé, le manque d'activité économique a fait que les foyers puissent voilà, passer plus de temps, les personnes puissent rester un peu plus ensemble.
Et il y a des tensions qui sont créées lorsqu'on reste, on n'a pas l'habitude de rester à la maison, et donc ça crée beaucoup de tensions. Et donc nous pensons qu'on ne communique pas assez par rapport au sujet. C'est un problème qui date, c'est vrai, mais nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire par rapport à la thématique, du fait qu'on remarque que beaucoup, en tout cas de nos populations, ne sont pas informées de ce que sont les violences en général et de ce que sont les violences domestiques. Et donc nous pensons que c'est une opportunité, oui, mais ça tombe à point nommé, vu que c'est vrai, il y a plus de confinement, mais nous pensons que la timidité de la reprise des activités peut faire à ce que la situation perdure. Et donc nous sensibilisons en ce temps et même plus tard. Donc c'est une sensibilisation qui va continuer même après la pandémie. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'une femme sur 3 serait victime de violences infligées par son partenaire en période de crise dans plusieurs pays du monde. On note une augmentation de moins de 30% de cas de violences sexuelles durant cette pandémie de la Covid-19. Est-ce qu'on peut savoir la situation de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on a déjà des chiffres, des statistiques claires? C'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'enquêtes qui ont été réalisées. Il y a des enquêtes préliminaires, on va dire, qui ont donné quelques chiffres. Mais on l'a dit, on a également le retour de la communauté qui relate en tout cas qu'il y a beaucoup de cas de violences domestiques. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me faisait rire dernièrement et qui me disait que son voisin aurait bastonné sa femme parce que le foufou n'était pas prêt à l'heure. Est-ce que lui, il a réagi? Il a appelé les services adéquats pour pouvoir dénoncer cela? Ça, c'est une autre question, justement. C'est justement ça, c'est sur ça que nous voulons agir, c'est que les gens puissent réagir. Au fait, ne pas avoir une réaction assez rapide et dire je dénonce, mais déjà commencer par le dialogue. Essayer de rechercher les causes qui ont fait que ce comportement-là, qui est en tout cas découragé, puisse avoir, Docteur Joséphine, qu'est-ce que vous voulez que la communauté ou que la population fasse exactement? Dialoguer ou dénoncer? Oui, c'est vrai que c'est assez sensible, c'est un sujet qui est très sensible parce que nous avons le poids de nos coutumes, nous avons le poids de notre société. Nous pensons qu'il faut essayer de faire l'équilibre entre les deux. Savoir quand dénoncer, savoir quand dialoguer. Au fait, la situation actuelle, c'est que les gens, la population a tendance à excuser les actes de violence en pointant l'autre du doigt, alors qu'il y a moyen d'agir autrement. Et le message, c'est que la violence ne résout pas le problème, parce que la plupart de ces foyers qui rencontrent des problèmes de violence, justement, au fait, c'est un cycle qui revient. Il y a un premier problème, comment on réagit, on frappe. La deuxième fois, comment on réagit, on insulte. Et c'est un cycle comme ça qui est créé au lieu de pouvoir favoriser le dialogue et de chercher les causes profondes. Donc le confinement a permis à ce qu'on sache qui est violent et qui ne l'est pas. On peut dire que ça a révélé en tout cas certains caractères. Voilà. On peut le dire, ça a révélé certains caractères, mais sans oublier que l'environnement en est pour quelque chose. J'espère que le docteur Miakala va noter ça dans le côté positif du confinement quand il fera son rapport. Mais tout à l'heure, le docteur parlait des relais communautaires, des équipes qui sont sur le terrain pour justement repérer, répertorier ces cas des violences sexuelles. Ils arrivent à poser des questions pour savoir ce qui se passe. Et docteur Kwadjo, vous avez ajouté un point quand même très important, c'est nos us et coutumes. Est-ce que vous pensez que les femmes arrivent à aller au-delà de ça pour pouvoir sortir de leur silence et dire ce qui se passe en privé dans leur famille, dans leur foyer? Il y en a qui osent, je veux dire, il y en a qui osent, mais il y en a qui, en osant, sont rejetés. Et donc ça refrène un peu cet élan de pouvoir dénoncer. Nous pensons que oui, il y a des cercles où on peut partager certains cas de violence. Il y a actuellement, avec la technologie, on va dire, il y a des groupes de parole qui sont sur le net. Il y a également des ONG qui favorisent ce genre de discussion.
Mais on va dire que du côté familial, c'est vraiment un endroit où il faut essayer de sensibiliser encore plus. Vous savez, nous avons des habitudes. Une habitude n'est pas facile à casser. Et donc, pour casser une habitude, il faut vraiment en parler, discuter, dialoguer, sensibiliser davantage. Vous aviez dit que votre commission de communication n'aviez pas anticipé pour répondre aux cas de violences sexuelles, mais que prévoit justement le plan national dans ce que vous faites déjà, dans la sensibilisation, dans les communautés? Qu'est-ce que vous faites pour la lutte contre les violences sexuelles? Alors, de manière générale, j'aimerais d'abord souligner que nous mettons l'accent actuellement sur l'amélioration et le renforcement de la communication publique, le renforcement et l'amélioration de la communication digitale, mais nous mettons également l'accent sur la communication interpersonnelle au niveau des zones de santé à travers la mise en place de plateformes au sein desquelles œuvrent des relais communautaires. Alors, nous pensons qu'en mettant en synergie ces différentes stratégies que nous voulons améliorer et renforcer, puisqu'elles existaient déjà, nous pouvons arriver à faire passer un certain nombre de messages. Et le message actuel dont nous parlons maintenant, c'est celui relatif à la lutte contre les violences basées sur le genre. Comme disait tout à l'heure Dr Joséphine, je pense qu'il y a un certain nombre de caractères ou de comportements qui ont la peau dure. Mais s'ils ont la peau dure, je pense que c'est parce que nous sommes tendres avec eux. Et dans le cadre du plan de riposte, nous avons mis en place un système qui nous permet de collecter et de traiter tous ces problèmes qui, au final, ont un impact négatif sur la lutte que nous menons contre la Covid-19. Pour réussir à vaincre la Covid-19, il faut que tous les membres de la communauté soient mobilisés dans la lutte. Or, la violence sexuelle ou les violences sexuelles ou les violences basées sur le genre empêchent à la femme de jouer son rôle qui est capital et stratégique. Mais imaginez cette maman frustrée, cette maman traumatisée, cette maman brimée par des violences. Ça crée déjà une instabilité au sein de son foyer. Ça crée une instabilité et ça crée un risque pour la propagation de la Covid-19. Mais docteur Miakala, parmi les causes, on parle du confinement, la première cause, la restriction de mouvement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment, vous n'avez pas un regret, vous, en tant que membre de la communication, d'avoir soutenu le confinement? Non, nous ne pensons pas avoir de regrets, dans la mesure où ce sont des mesures qui visaient essentiellement à freiner la propagation de la Covid. Évidemment, c'est un effet collatéral qui est survenu et qu'on a enregistré dans pratiquement tous les pays du monde. Et il y a des pays où on a enregistré la survenue de violences dans des proportions peut-être encore plus importantes qu'ici chez nous. Et donc, nous pensons que la mesure était bien. Malheureusement, la situation présente nous montre qu'il y a eu des conséquences et nous réagissons par rapport à ces conséquences. Est-ce que vos équipes, vos relais communautaires travaillent en étroite collaboration avec les cliniques juridiques qui sont justement installées dans nos zones de santé? Je pense exactement, je pense que c'est le cas parce que c'est un travail qu'ils faisaient déjà depuis longtemps. Donc en réalité, ce qu'on leur a ajouté, c'est un travail de plus tenant compte du contexte, mais qui vient s'ajouter sur le travail de routine qu'ils réalisaient déjà en tant que relais communautaire. Et comme vous l'avez dit, dans la plupart des zones de santé, il y a des structures qui peuvent assurer la prise en charge holistique des survivants de violences sexuelles. Parmi les éléments de la prise en charge holistique, évidemment, il y a la prise en charge médicale, il y a l'accompagnement psychologique, il y a l'accompagnement juridique et la réinsertion socio-économique. Selon l'ONU Femmes, voilà, je dirais l'ONU Femmes dit que les violences domestiques sont aujourd'hui un fantôme. Docteur Joséphine, vous êtes engagée dans la lutte contre les violences sexuelles mais aussi domestiques. Mais face à un fantôme, comment pouvoir lutter? Oui, déjà, c'est vrai que c'est un fantôme parce que bien que réel, on n'en parle pas beaucoup. Les violences sexuelles et violences domestiques ne sont pas des sujets qu'on évoque assez dans le quotidien. Et il faut dire aussi que les victimes ou les survivantes ne sont pas mises dans les conditions qui leur permettent de parler et de dénoncer. Et donc à notre niveau, dans le cadre des actions de soutien à la riposte, la Covid-19,
Enable, qui est l'agence belge de développement, agit en tout cas à deux actions principales, si je peux le dire. Premièrement, dans la sensibilisation, on l'a dit, la sensibilisation du public, de la communauté, pour pouvoir faire à ce que la population puisse dénoncer, mais également cette sensibilisation-là vise à ce que la promotion des services puisse être faite, la promotion des services de prise en charge notamment, et deuxièmement, la sensibilisation au niveau des prestataires des soins. Il faut dire que les prestataires des soins, en tout cas les prestataires qui s'occupent des victimes des violences sexuelles, travaillent dans un cadre des fois qui n'est pas assez adéquat, travaillent peut-être avec moins de moyens et n'a pas assez de temps pour pouvoir écouter. Vous savez, avec les personnes qui sont violentées, les personnes qui subissent des actes de violence, il est assez, en tout cas il faut avoir assez de tact pour pouvoir les aborder. Et donc là, nous sensibilisons les prestataires des soins pour qu'ils puissent prêter une oreille attentive, c'est pas. Et donc voilà, pour pouvoir adapter en tout cas leur prise en charge et que leur prise en charge tienne compte des besoins de ces victimes. Et le deuxième volet d'action, c'est autour du renforcement des structures de prise en charge. Il faut dire qu'avec la Covid, le confinement, les services de prise en charge ne tournaient pas comme ils devraient tourner. Et donc, déjà, on connaît la situation des structures de santé, peu de moyens, peu de formation et tout ça. Et ce que nous avons fait avec Enable, surtout dans le cadre du programme renforcement de l'hôpital Saint-Joseph appuyé par l'Union européenne et mise en œuvre par Enable, nous avons commencé d'abord premièrement par former les prestataires des soins sur la prévention et le contrôle des infections. Vous savez qu'en ce moment, si les gens ont peur de contracter la maladie, de plus est dans un milieu hospitalier. Et donc là, nous avons formé le personnel non seulement pour qu'ils se protègent, mais aussi pour qu'ils protègent les patients qui viennent vers eux, entre autres les victimes de violences sexuelles. Deuxièmement, nous avons appuyé avec la fourniture des différents équipements de protection individuelle pour permettre à ce que le travail se déroule dans des conditions qui soient assez acceptables. Vous parlez des actions ou des stratégies qui ont été mises en place, renforcement des hôpitaux, renforcement également des prestataires de soins, mais il faudrait quand même le dire, là je reviens à ce que disait le docteur Miakala, que c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande une synergie et je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Il y a quelques jours, la conseillère spéciale du chef de l'État avec plusieurs autres partenaires ont procédé au lancement officiel de la ligne verte, la ligne 122. J'aimerais d'abord que l'on puisse suivre un extrait de 100 mots à l'occasion du lancement de cette ligne verte. On va écouter la conseillère spéciale du chef de l'État et on va continuer cette émission. Le call center est d'une extrême importance dans la lutte contre les violences sexuelles et basé sur le genre, car il offre une opportunité de dénonciation et une assistance aux victimes des actes de violence en organisant des services de gestion des cas. Ce call center a pour mission de faciliter l'accès des victimes à une prise en charge psychologique, judiciaire, à distance et à une orientation vers les structures sanitaires de référence. Docteur Joséphine, la ligne 122 a été réactivée justement pour assister les victimes. C'est une ligne qui existait il y a des années, qu'on a relancée. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact, je dirais, positif dans la lutte contre les violences sexuelles? Oui, je pense que le fait de multiplier en tout cas les points d'aide est très important en termes de lutte contre les violences sexuelles. Il faut dire que l'accès à l'Internet, l'accès au téléphone il est assez restreint et donc c'est vrai qu'il y a des plateformes de discussion, mais le fait de multiplier, en tout cas de diversifier
ces différents points d'aide est assez important par rapport à la... Docteur Danilo, je reviens à vous pour parler justement des chiffres. Encore une fois, selon l'UNFPA, même si les chiffres ne sont pas encore exacts, mais avec la Covid-19, il y a quand même eu une réduction des prestataires sur le terrain, notamment dans la santé sexuelle et reproductive, notamment dans l'appui ou dans la prise en charge des victimes de violences sexuelles. Mais pendant ce temps, l'Organisation mondiale de la santé nous prévient quand même que la maladie va encore durer pendant longtemps. Est-ce que vous avez encore de l'espoir que vos équipes seront toujours là sur le terrain pour sensibiliser les communautés? Vous dites que ça va continuer, d'autant plus que nous savons qu'il faut des moyens pour pouvoir garder cet élan de sensibilisation sur le terrain. D'accord, merci. Non, en fait, nous mettons l'accent sur l'engagement communautaire. La maladie va durer encore longtemps, on le pense. Et donc, nous n'aurons pas la possibilité d'avoir des équipes spécialisées qui font le travail de communication sur le terrain. Notre message actuellement, c'est d'interpeller les consciences des uns et des autres et de dire que la lutte contre la Covid-19 est notre affaire à tous. Pour vaincre la Covid-19, nous devons tous être engagés. Si je veux réussir à vaincre la Covid-19 dans mon milieu, je dois m'impliquer. C'est moi qui protégerai mon prochain et c'est mon prochain qui me protégera. Donc, actuellement, nous prenons cet engagement, nous souhaitons cet engagement. Que les uns et les autres dans la communauté prennent conscience qu'il n'y a pas un groupe particulier qui doit s'impliquer plus que les autres. Nous devons tous nous impliquer dans la lutte, notamment à travers le respect des mesures barrières, que je vais rappeler rapidement. Le port obligatoire et correct du masque dans les lieux publics, le lavage régulier et correct des mains, avec de l'eau et du savon, là où il y en a et là où il n'y en a pas, avec du gel désinfectant ou de la cendre et du savon. Le respect, mais aussi la réclamation de la distanciation physique et la prise de la température dans tous les bâtiments avant de pouvoir y accéder. Donc nous devons tous avoir conscience que pour réussir à vaincre cette maladie, nous devons tous nous impliquer. Et je pense que c'est pareil par rapport à la lutte contre les violences sexuelles. Mais justement, docteur Miakala, vous dites qu'il faudrait lutter contre la Covid. Est-ce que vous pensez qu'en luttant contre la Covid, on va automatiquement lutter contre les violences sexuelles basées sur le genre? Je pense que la lutte contre la Covid-19 est un moyen supplémentaire mis à notre disposition pour lutter contre d'autres fléaux, parmi lesquels les violences basées sur le genre. Mais pas seulement. Pas seulement la lutte contre la Covid. Je pense que nous devons tous, quelque part, nous impliquer. Vous, les hommes de médias, peut-être plus que nous, vous devez porter le fardeau parce que vous avez des voix qui portent loin. Vous êtes entendus par un public plus large que nous. La mère qui apprend déjà à sa fille quels sont ses droits, de sorte que lorsque cette fille est exposée à des situations malencontreuses, qu'elle soit capable d'en parler. Le père de famille, qui est censé assurer la protection de ses membres, doit avoir conscience de son rôle. Il ne doit pas être le bourreau, parce qu'on attend de lui qu'il soit le protecteur de son ménage. Les membres de famille, en dehors du cercle restreint, auprès de qui les survivants viennent poser le problème, doivent être derrière pour appuyer, et non pas pour stigmatiser et pour enfoncer. Les forces vives de communauté, les influenceurs locaux comme on les appelle, les structures étatiques, la police, les chefs de quartier et autres, doivent être à l'écoute, ils doivent être attentifs. Mais j'aimerais mettre l'accent sur le fait que notre pays a fait beaucoup d'efforts en matière de lutte contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre de manière générale. Et nous avons une loi spécifique que d'autres n'ont pas, dans lesquelles les barèmes des sanctions, par exemple, sont clairement définis. Et c'est peut-être là où nous lançons un appel au système judiciaire et à toutes les structures qui s'occupent de la gestion des plaintes des victimes ou des survivants de violences sexuelles. De voir l'application de la loi, les procédures, comment faire en sorte qu'il y ait des condamnations là où les condamnations sont méritées. Docteur Joséphine, on tend vers la fin de cet entretien. Je reviens sur vos actions de terrain. Vous avez plus parlé de l'hôpital Saint-Joseph. Est-ce que l'ENABEL, l'Union européenne, se concentre que dans cet hôpital ou bien vous êtes aussi dans d'autres structures médicales?
Il faut dire que la Belgique est assez engagée dans les questions qui touchent à la violence sexuelle. La preuve, c'est qu'elle a mis sur pied un programme de lutte contre les violences sexuelles qui a des représentations, on va dire, dans certaines provinces. Par exemple, à la Chopo et au sud du Bangui, il y a vraiment des actions assez concrètes qui sont menées en termes de sensibilisation et de synergie, surtout avec les autres acteurs. Et en dehors de ces provinces-là, on veut vous retrouver où encore avec des actions palpables et concrètes? Il faut dire qu'à Kinshasa, on commence avec les actions et aussi nous travaillons en collaboration avec la CREC. Et donc, vu que la CREC a déjà des implantations dans diverses provinces, nous pensons que cette collaboration va porter plus de fruits. Tout projet a une durée. Ce projet compte s'étendre sur quelle période? Actuellement, le projet renforcement de l'hôpital Saint-Joseph, qui, je vous l'ai dit, a un volet urgence par rapport à la lutte à la riposte contre la Covid. Mais il y a aussi un volet réservé au renforcement, tout ce qui est gestion, tout ce qui est renforcement de capacité du personnel de l'hôpital Saint-Joseph. Il s'agit d'un projet qui a une durée de 2 ans. Mais il faut dire que le programme de lutte contre les violences sexuelles, lui, est là depuis plus de 3 ans déjà et continue. On pense qu'il va poursuivre en tout cas son bout de chemin. Donc la campagne va continuer. La campagne va continuer même après la Covid-19. Docteur, j'aimerais revenir au terme. On parle des conséquences, on parle des causes, mais aussi la prévention. Parlons un peu de la prévention. Aujourd'hui, sur ce plateau, qu'est-ce que vous pourriez dire aux femmes par rapport à la prévention? Comment prévenir ces violences basées sur les genres? Comment prévenir les violences basées sur les genres, madame? C'est un sujet, comme je vous l'ai dit, qui est très sensible. Mais nous pensons que déjà en attirant l'attention des uns et des autres sur ce qu'est la violence et ce qu'elle entraîne, je pense que les gens finiront par se rendre compte que la violence n'est pas une solution, déjà. Et donc nous encourageons les personnes, hommes, femmes, familles, grands-parents et tout ça, à prendre conscience de cela et à dénoncer quand il le faut, mais aussi à sensibiliser autour. Vous faites le souci. Aujourd'hui, vous êtes dans un ménage, dans un foyer, et une femme, je ne sais pas, pour une raison diverse, l'homme exerce une pression sur sa femme par une gifle, par des engueulades ou par quelque chose, vraiment exerce une pression comme vous l'avez défini au début de cette émission. Que doit faire la femme? Que doit faire la femme? La femme devrait déjà essayer d'en parler à une personne proche en tout cas du ménage. Là on va dans le domaine de la médiation des conflits. Et donc les 2 personnes étant déjà en conflit, il serait peut-être difficile à la femme d'aborder le sujet directement avec son mari, mais du moins de privilégier le dialogue. Si elle n'arrive pas à le faire seule, de recourir à une personne tierce qui a de l'influence entre guillemets sur le couple et qui pourrait essayer de faire une médiation dans ce sens-là. Et si ces actes perdurent, en tout cas nous encourageons les femmes à dénoncer pour essayer de couper court à ce genre de comportement. Parce que nous l'avons dit, la violence ne résout rien. Au contraire, elle apporte beaucoup de problèmes à la société. Dénoncer, d'abord trouver une solution à l'amiable, échanger, et après dénoncer. Docteur Nyekela, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à cela? Je suis beaucoup plus extrémiste que le docteur Joséphine, en mettant l'accent sur le fait que la loi existe. Elle est dure, mais elle existe, et c'est la loi, et tout le monde doit s'y conformer. Aujourd'hui, les habitudes ont laissé se mettre en place un système de tolérance, je veux dire, de la violence. Et si nous voulons casser le cycle de la violence, nous devons également casser le cycle de la tolérance. Donc à mon avis, face à la violence, il ne faut pas prendre de demi-mesures, il ne faut pas le gérer avec les passettes, il faut se mettre dans le contexte que nous permet, que nous autorise la loi actuelle. Il faut dénoncer, il faut sortir de l'ombre, il faut que son comportement puisse servir
aux autres aussi. Merci beaucoup pour votre précision. Je rappelle que les violences sexuelles ont des conséquences néfastes sur la santé de la personne violentée, mais aussi sur son entourage, sa communauté et son foyer. Docteur Joséphine Kouado, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci également au docteur Danilo Miakala. Merci d'être venu. Merci à vous et je terminerai en ajoutant un petit mot. Comme l'a dit le président de la République, la fin de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la Covid-19. Exactement. Donc, c'était important de rappeler les mesures barrières. Mesdames et messieurs, ce check-up est fini. Je vous retrouve très prochainement sur B1 Télévision.